Je reçois de nouveau aujourd'hui, chers téléspectateurs, notre ami Jean-Claude Rollinat, qui nous a rejoint à plusieurs reprises déjà. Il vient de faire paraître aux éditions du Alpha un dictionnaire des États éphémères ou disparus de 1900 à nos jours. Alors voilà une idée tout à fait intéressante, parce qu'on va découvrir dans cet ouvrage important de près de 500 pages l'existence d'États dont certains, évidemment, ont complètement disparu de nos mémoires, même s'ils y ont été présents un jour. D'autres, en revanche, sont plus importants. Mais tout ça fournit l'occasion et la matière d'une réflexion sur l'évolution, justement, de ces communautés politiques un peu incertaines ou éphémères. Jean-Claude Rollinat, vous en avez distingué combien à peu près des États en question ? 180. 180, en effet. Il y a donc de la matière. Il s'agit que d'États de 1900 à nos jours, je rappelle. Oui, j'ai pas pris l'Empire byzantin. Voilà. Et comment l'idée vous est-elle venue de réaliser cette espèce de recension et d'expliquer à vos lecteurs l'origine, l'évolution, la signification de ces différents États éphémères? C'est parti, si vous voulez, d'une étude, une étude, c'est un mot bien prétentieux, tout simplement d'un centre d'intérêt envers les sécessions. Voilà. Bon, donc évidemment, quand on prononce ce mot, on pense tout de suite à la Confédération des États du Sud, à nos amis confédérés. Bien entendu. Mais j'ai regardé aussi en Afrique, il y a eu des sécessions dramatiques, mais croquignolesques aussi. Et alors, de fil en aiguille, alors forcément, je parlais de l'Afrique, il y a eu le Biafra, ça c'est une tragédie. Il y a eu le Katanga, c'était plus sérieux. Et puis il y a une tragicomédie, c'est le Sud Kasaï. On en parlera peut-être tout à l'heure. Si vous voulez, c'était pour l'Afrique. Et c'était donc des sécessions qui n'ont pas duré. Ce sont des États éphémères. Mais quand même, le Katanga a duré 3 ans, le Biafra a duré 3 ans, le Sud Kasaï un tout petit peu moins, mais quand même, il y a eu... Et la Rhodésie. Alors là, la Rhodésie, c'est autre chose. Oui, et je rappelle la biographie que vous avez consacrée à Ian Smith. Oui, alors excellente. Là, si vous voulez, ce pays occupe un coin spécial dans mon cœur. Et puis, de fil en aiguille, évidemment, j'ai dit, mais attention, il y a la République démocratique allemande. Voilà quand même un État autrement sérieux. Et puis... C'est du costaud. C'est du costaud. Et alors là, l'Empire austro-hongrois. Excusez du peu. Oui, parce qu'au XXe siècle, effectivement, il a disparu en 1919. D'ailleurs, entre parenthèses, si on fait un petit peu d'Uchronie, on peut dire que la disparition de l'Empire austro-hongrois est une grosse catastrophe. C'est une catastrophe pour l'Europe centrale, bien entendu, sûr, pour l'Europe centrale. La disparition de ce mastodonte a permis à un certain petit caporal, évidemment, de s'étendre vers l'Est. Passons. Et puis alors, il y a quelque chose auquel je ne croyais pas, je n'avais même pas imaginé vivre ça pendant mon existence. Quel bonheur quand l'Union soviétique a abaissé son drapeau en décembre 1991. Voilà, donc cet État qui est né au lendemain de la révolution bolchevique, 1917-1991. Pourtant, c'était quelque chose d'éminemment sérieux, menaçant, de solide. Eh bien non. Ça a surpris tout le monde, et notamment ceux qui n'aimaient pas l'URSS. Et oui, et c'était un colosse au pied d'argile, on s'en est aperçu après. Et puis, en fouillant, alors j'ai découvert, un certain nombre de curiosités. Par exemple, alors il y a eu une république éphémère, une république... Vous avez parlé de communauté politique, c'est vrai que c'était en Espagne, par exemple, la République des Asturies, qui naît d'un soulèvement ouvrier. Alors elle dure une petite quinzaine de jours, mais c'est une république, si vous voulez, qui déjà annonce les prémices de la guerre civile, car les communistes qui prennent la tête de cette république vont se comporter exactement comme ceux qu'on appelle entre guillemets les républicains en 1936. Évidemment, cette république va disparaître car la répression sera menée par le général Franco et elle sera terrible. Et puisqu'on parle de Franco, il y a aussi la république du Rif
qui a été créé par Abdelkrim, dans le nord du Maroc, et qui a donné du fil à retordre au contingent espagnol. Et français. Et français, d'ailleurs, contingent français qui était commandé par le maréchal Pétain. Bon, si je ne m'abuse. Et la partie espagnole étant passée sous le commandement de Franco, que l'on retrouve dans la circonstance. Et puis, alors, évidemment, un peu partout, vous avez, quand l'empire tsariste s'effondre, il y a énormément d'États qui naissent ici ou là, qui sont éphémères. Vous avez aussi des États qui sont centrés sur une personnalité. Vous avez par exemple Jean Mabir qui a écrit un magnifique bouquin sur Ungern, le baron fou, et qui lui a créé une sorte de petit empire asiatique autour de sa personne. Et puis vous avez des États farfelus. Vous avez des États farfelus parce que vous avez des gens à qui ça monte à la tête et qui veulent créer leur propre État. Vous avez par exemple deux familles, les Melville et les Hart, en Guyane britannique, au moment au début de l'indépendance de la Guyana, capitale Georgetown, eh bien, ils créent une république appelée le Rupununi. Voilà, parce que en fait, ce sont leurs domaines, leurs territoires qu'ils vont ériger en État indépendant. Et évidemment, ça va pas durer. Ça dure moins d'une semaine. Vous avez une ville en Écosse qui, pour protester, proclame son indépendance. C'est la ville d'Embo qui va rester indépendante pendant 24 heures, mais qui dit quand même qu'elle reste sous la couronne britannique. Bon, vous avez Vellerin en Suisse, c'est un petit village qui va être indépendant parce qu'il ne veut pas rester rattaché au canton germanophone de Berne et qu'il voudrait être attaché au canton qui va naître du Jura suisse francophone. Alors, le maire et ses administrés vont proclamer tout simplement commune indépendante de Vellerin, et alors là, on n'appliquera plus les décisions fédérales, ni les décisions cantonales, on va imprimer des timbres, on va mettre une pancarte, ici, vous êtes dans la commune libre de Vellerin, etc., etc. Bien. Évidemment, l'armée suisse n'est pas intervenue. Des cas tout à fait surprenants, effectivement. Alors, vous avez en Australie le prince Léonard, qui est décédé, qui avait proclamé, lui, l'indépendance de la province de Hutt River, dans l'état de Western Australia. Et alors là, lui, il a émis des passeports, des timbres, etc. Donc, si vous voulez, il y a aussi Seborga, qui a voulu copier Monaco en Italie, sur la Riviera. Ça, ce sont des états éphémères, autoproclamés, autour d'une personnalité, et les populations jouent le jeu. Ça n'a rien d'aussi sérieux, bien entendu, que... qui s'inscrivent pas dans une longue histoire, bien sûr. Vous avez d'autres États que, par exemple, le génie colonial britannique, ou le mauvais génie colonial britannique, a créé, par exemple, on a parlé de la Rhodésie tout à l'heure, mais avant que la Rhodésie se sépare, il y a eu la Fédération d'Afrique centrale, il y a eu aussi, ils ont créé la Fédération d'Arabie du Sud, c'est-à-dire le Sud-Yémen. On sait comment ça s'est terminé, puisque la crise perdure entre les deux Yémen. Bon, il y a énormément de pays. Il y a eu aussi, au moment de l'indépendance de l'Inde et la séparation du Pakistan, il y en a qui en ont profité, des Maharajas, celui de Junagadh, celui d'Hyderabad, pour proclamer l'indépendance. Indépendance qui a duré presque un an. Enfin, ça a été normalisé par l'armée indienne après, bien entendu. Vous voyez, il y en a plein. Alors, il y a certains cas sur lesquels j'aimerais que qu'on puisse s'arrêter pour rappeler un certain nombre de choses. D'abord, vous avez évoqué tout à l'heure cette République des Asturies de 1934. Je voudrais signaler au passage que nos révolutionnaires à cette époque-là ont exactement fait ce qu'ils vont reprocher 2 ans plus tard aux insurgés nationalistes en 1936. C'est-à-dire qu'ils se sont dressés contre le gouvernement républicain légitime, issu une république bourgeoise, issu des élections, mais prétendant que ce gouvernement républicain était passé à droite suite aux élections de 1933, eh bien, les Asturies se sont soulevés, sont entrés en dissidence, comme le camp national va entrer en dissidence en 1936. Mais il est intéressant quand même de rappeler à tous ceux qui évoquent la guerre civile espagnole qu'il y avait eu un précédent significatif, et pas dans le sens attendu. Alors, ce qui est intéressant aussi, outre le drame, si vous voulez, pour la nation espagnole, il y a la généralité de Catalogne,
Et puis il y a le Pays Basque. Alors la Généralité de Catalogne comme le Pays Basque ont tenté de profiter évidemment de l'événement pour essayer de devenir indépendants. Bon, la République espagnole leur a toléré une très grande autonomie. La Catalogne est un État éphémère, puisque nous savons que M. Carlos Puigdemont, il y a 2 ans, a proclamé unilatéralement l'indépendance de la Catalogne, mais que cette indépendance n'a été que virtuelle, que fictive, puisque la Catalogne, que je sache, est toujours une province autonome espagnole. Bon, on pourrait parler de la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, qui a éclaté. Voilà un cas très intéressant. Vous évoquiez tout à l'heure le naufrage de l'Empire austro-hongrois, et nous avons 2 conséquences géopolitiques majeures. C'est la Yougoslavie d'une part, la Tchécoslovaquie de l'autre. Alors la Tchécoslovaquie, c'est extraordinaire. La Tchécoslovaquie naît de la volonté de Beneš et de l'appui notamment de Clémenceau, qui lui est anticlérical, il ne supportait pas, bien sûr, l'Empire austro-hongrois, qui était quand même une monarchie catholique bien affirmée. Et on a dit que c'était une erreur géopolitique, et ça c'est vrai. Bon, on cherchait une alliance de revers pour remplacer l'alliance russe après. Alors, on a la Tchécoslovaquie, qui est un État un peu biscornu, totalement fait de artificiel. briques et de broc, et il y a la Moravie, il y a la Bohème, et il y a la Slovaquie. Bien. Plus encore la minorité allemande des Sudètes. Les Sudètes, plus qui vont... la Ruthénie subcarpatique avec ses Ukrainiens. La Ruthénie subcarpatique, qui est un État... plus une minorité hongroise et une minorité polonaise. Tout à fait. Alors, un État totalement artificiel. On peut dire que l'Empire austro-hongrois était artificiel, mais alors là, la Tchécoslovaquie, c'est encore pire. Donc, cette Tchécoslovaquie se crée en 1919, et elle va mourir, bien entendu, en 1940, sous les coups de l'armée allemande. Les Sudètes, d'abord, sont rattachés au Reich. Ensuite, la Bohème-Moravie devient un protectorat avec un Gauleiter. En mars 1939, oui. Et la Slovaquie devient un État indépendant sous la soumis à l'influence du Reich. Soumis à l'influence du Reich, gouverné par Monseigneur Tissot. Bien. Et cette Tchécoslovaquie donc a éclaté. Elle retrouvera des couleurs quand elle sera envahie, si je puis dire, par l'Union soviétique, libérée, dit-on, en 1944-45. Et puis cette Tchécoslovaquie, quand l'Empire russe va s'effondrer, eh bien, elle va éclater en 2 entités politiques, la République tchèque, à savoir la province de Bohème et de Moravie, capitale Prague, et la République de Slovaquie, capitale Bratislava, qui retrouve donc son indépendance. Pour la Yougoslavie, alors là, évidemment... ça va se faire de manière plus compliquée. C'est l'éclatement complet. Alors... Le roi, évidemment, est balayé par les armées allemandes. On crée l'État Oustachi, si vous voulez, Croatie, mais cette Croatie était beaucoup plus grosse que celle que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'elle englobait la Bosnie-Herzégovine. La Serbie a à sa tête le général Nedić, qui est, si vous voulez, une sorte de Gauleiter complètement à la botte des Allemands. Le Monténégro est plus ou moins sous l'influence italienne, etc. Bon, c'est une véritable Macédoine, n'est-ce pas, puisqu'il y a effectivement la Macédoine avec la capitale Skopje. Et cette Yougoslavie, sous la férule de Tito, qui est croate, et qui va reprendre, communiste bien entendu, va s'installer au pouvoir en 1945 à Belgrade, et il réunifie, il rassemble évidemment des peuples qui n'ont pas grand-chose à voir. Les Slovènes sont plus tournés vers l'Autriche, et les Croates et les Serbes, on sait ce qu'il en est, ne peuvent, hélas, les Croates sont catholiques et les Serbes les Croates sont catholiques et n'ont pas le même alphabet. Absolument, l'un est cyrillique, l'autre latin. Ouais. Et puis vous avez la Macédoine et le fameux Kosovo qui est partie intégrante de la Serbie avant qu'il n'en soit détaché grâce à l'OTAN. Merci, messieurs les Américains. Bien. Ouais. Donc c'est une Macédoine de peuple et ça devient un puzzle, si vous voulez, d'État. Et donc la Yougoslavie
Yougoslavie, en tant que tel, en tant que royaume, disparaît, bien entendu, disparaît corps et biens dans les années 90. Bon, en tant qu'État, ce n'était plus un royaume, là. Oui, c'était une république fédérative, socialiste. Voilà, socialiste. Voilà. Bon. Et puis, vous avez en Afrique, par exemple, où on a évoqué tout à l'heure la Rhodésie de Ian Smith. On a quelques cas intéressants. Eh oui. Alors, la Rhodésie de Ian Smith, écoutez, va devenir le Zimbabwe avec le succès que l'on sait. Voilà, vous aviez un pays ordonné qui donnait à manger à tout le monde, qui exportait de la viande et du maïs, et qui aujourd'hui, évidemment, est obligé de mendier sa nourriture. Donc la Rhodésie a disparu, exit la Rhodésie. Mais qui a duré quand même de 1965. Elle a duré de 1966 jusqu'à 1980 à peu près, parce que au début, si vous voulez, le gouvernement était essentiellement entre les mains du colonna blanc. Et puis, Ian Smith s'est rendu compte absolument de la situation démographique qui était défavorable à la population blanche très minoritaire, beaucoup plus qu'en Afrique du Sud. Et il s'est dit, il faut gouverner, partager le pouvoir avec la minorité noire qui est compatible, qui est raisonnable et qui accepte de gouverner avec nous. Et donc, est sorti du chapeau l'évêque Abel Muzorewa, qui était un africain modéré et qui a donc gouverné la Rhodésie à parité avec les Européens. Mais le colon britannique, le gouvernement anglais n'a pas voulu, les Américains n'ont pas joué le jeu et ils ont voulu favoriser, et ils ont favorisé, hélas, le Front patriotique avec à sa tête Mugabe et Joshua Nkomo, les deux rivaux, qui se sont d'ailleurs entretués, l'un étant de l'ethnie majoritaire Shona et l'autre étant Matabele. Et puis nous avons exactement la même chose en Afrique du Sud. Avant que l'Afrique du Sud, évidemment, ne disparaisse, telle que nous la connaissions, c'est-à-dire un pouvoir pâle, minoritaire, mais reconnaissant l'autodétermination à ces différentes entités ethniques, on a eu 4 États indépendants, les fameux TBVC, à savoir le Transkei, le Bafut-Hatswana, le Vanda et le Ciskei. Et chacun de ces États représentant, évidemment, étant le foyer national d'une ethnie bien particulière. Parce que, comme le dit justement le professeur Ludan, si on n'a pas compris qu'en Afrique, toute la lecture est ethnique, on n'a rien compris à l'Afrique. Voilà. Donc ce sont des exemples. Et puis c'est pas fini les tentatives de sécession. Vous avez en ce moment le Cameroun qui est en crise. La partie anglophone du Cameroun qui a été rattachée au Cameroun francophone veut à nouveau s'en séparer. Bon, on a évoqué tout à l'heure rapidement le Biafra, on a évoqué le Katanga. Ces gens-là ne voulaient pas rester sous la férule d'un pouvoir central. Bon, et puis il faut dire par exemple pour le Katanga comme le Sud Kasaï, il y avait quand même des intérêts miniers qui étaient derrière. L'Union minière était derrière Tchambé à Elisabethville et la Fort minière était derrière Albert Kalonji à Bakwanga au Sud Kasaï. C'est bon, écoutez, pour moi ça a été un amusement constant, permanent, même si on a affaire à des tragédies. Mais c'est passionnant, si vous voulez, de voir tous ces individus sortir du chapeau, occuper la scène, et puis disparaître, soit tragiquement, soit tout simplement en se reconvertissant, comme par exemple l'ancien président du Bafut-Hatswana, qui s'est tout à fait reconverti dans la nouvelle Afrique du Sud. Voilà. Ce qui n'a pas été le cas de Moïse Tchambé, puisqu'il a été kidnappé par les Algériens, qui ont vengé en quelque sorte la mémoire de Lumumba. Bon, voilà, on pourrait en parler des heures. Et il y a aussi un cas en Afrique, c'est le Sud-Soudan. Alors le Sud-Soudan a fait sécession. Au début, évidemment, il était soutenu par des mercenaires, notamment israéliens et français, qui avaient intérêt, si vous voulez, à titiller ce Soudan musulman, parce que le Sud-Soudan est peuplé de populations animistes chrétiennes. Mais au terme d'une très longue guerre, d'un très long conflit, le Sud-Soudan est devenu un État indépendant, mais c'est pas pour ça qu'il a retrouvé la paix et la stabilité, puisque les différents groupes tribaux s'affrontent. Donc on n'y a pas gagné. On s'aperçoit qu'en Éthiopie, à l'heure actuelle, c'est pas parce que le Mengistu, le communiste, a disparu et que le fédéralisme a été instauré que tout se passe bien. On s'aperçoit que les Tigréens, l'Érythrée, etc. Bon, c'est toujours la marmite qui chauffe. Ça n'a pas de cesse. Bon, on pourrait dire que la partition règle les problèmes. On pourrait penser que, effectivement,
quand deux populations n'arrivent pas à cohabiter dans un même sac, eh bien à ce moment-là, on prend les ciseaux et puis on fait un partage tant bien que mal. On s'aperçoit malheureusement que ça ne marche pas. C'est compliqué à mettre en œuvre de toute Absolument. manière. Hein. On le voit bien avec le Mali. On est resté longtemps à propos du Mali sur l'opposition entre Touareg et population noire du Sud. On se rend compte que dans le Sud, eh bien, les Bambara, les Dogons ne peuvent pas s'entendre apparemment. Et puis vous avez les Peuls qui viennent... Les Peuls qui viennent compliquer tout ça aussi. Non, c'est le billard. Hein, le modèle, en fait, de l'État-nation qu'on a voulu construire artificiellement dans cette Afrique post-coloniale, ça correspondait ni à la réalité ethnique, ni à l'histoire, ni aux aspirations véritables des populations. On a l'impression qu'on ne pourra pas échapper à un vaste remaniement de toute cette situation. Alors, il y a un danger. Il y a un danger, de même qu'on... Il y a le rêve de l'Europe de sans drapeau. Et là, si vous faites un État par ethnie, vous avez une Afrique à 1000 États. Oui, donc il y a quand même une nécessité d'une cohérence, une certaine logique. Voilà. Le colonisateur, alors les conceptions sont totalement différentes. Ouais. Les Portugais, les Belges, les Français et les Britanniques n'ont pas eu la même conception. La France a été assimilationniste, elle le reste. Oui, jacobine dans sa manière de fonctionner. Si on pouvait apprendre au Wolof que leurs ancêtres étaient les Gaulois, il y a un côté ridicule là-dessus. Le Britannique, lui, avec un certain dédain, a préféré procéder d'une façon, avoir recours au gouvernement indirect, utilisant les chefs locaux, utilisant toujours le système de la fédération. Par exemple, au Nigeria, ils se sont rendus compte que le Nord Haoussa, musulman, ça pouvait pas vivre tranquillement avec les Ibo du Sud qui sont chrétiens et animistes. Bon, ou les Yoruba, donc ils ont créé 3 grandes régions Nord, et on s'est aperçu que ça ne suffisait pas, puisque et même à l'intérieur du fameux Biafra qui était la patrie des Ibo, on s'est rendu compte qu'il y avait même d'autres minorités qui voulaient à leur tour aussi avoir leur précaré. On n'en sort pas. C'est exactement, si vous voulez, comme dans l'Ouest américain. Vous avez des réserves indiennes, mais elles sont bien typées. Vous avez une réserve pour les Cheyennes, d'autres pour les Paiutes, d'autres pour les Apaches, etc. C'est pas le terme générique indien, c'est bien gentil, mais ça ne correspond pas forcément à 100% à l'identité profonde de ces peuples. Donc là, je ne parle pas. Il y a eu une tentative d'indépendance, une réserve au Canada, c'est les Indiens Cris qui ont proclamé une indépendance fictive, formelle, ça n'a pas duré. Ils ont obtenu satisfaction financièrement. Mais si vous voulez, la sécession, affirmer son indépendance, sa séparation, afficher un drapeau, comment crée-t-on un État ? Alors, on a la définition juridique. L'État, c'est la personne morale détentrice de la souveraineté. Bien, mais ça ne suffit pas. Vous avez par exemple... Il faut qu'il puisse s'appuyer sur une réalité humaine. Il faut s'appuyer sur une réalité. Vous avez par exemple la République arabe sahraouie démocratique. Le fameux Polisario, qui est reconnu par une 50aine d'États africains quand même, qui a son drapeau, bref, qui a un semblant d'État. Mais cet État n'a aucune matérialité, car en réalité, sur le terrain, c'est l'armée marocaine qui est là. Et ce Polisario, lui, il n'existe que parce que c'est la marionnette de l'Algérie. Le soutien algérien. Absolument. Donc, vous voyez, alors... Évidemment, vous avez en Somalie, vous avez une Somalie éclatée, vous avez le Somaliland qui a quand même, alors qui n'est pas reconnu internationalement, mais qui a quand même une matérialité. Qui est l'ancienne Somalie britannique. Oui, l'ex-Somaliland, voilà, tout à fait. Alors il a une réalité, il y a une armée, il y a un drapeau, il y a, vous voyez, il y a une population contrôlée et il y a un territoire bien déterminé. Et la Somalie elle-même, elle est elle aussi perforée de zones, etc. L'Afrique, c'est toute la question des découpages coloniaux initiaux qui ont été... Nous avons une responsabilité, il faut bien le dire. Transcrits en indépendance ensuite. Il faut bien le dire que nous avons une responsabilité. Vous avez en Amérique latine aussi, vous avez eu des sécessions. Vous avez eu le territoire de Acre, conflictuel entre le Brésil et la Bolivie. Vous avez eu une proclamation dans les Guyanes, entre la Guyane française et le Brésil. Il y a eu une république éphémère qui s'appelait le Kunani. Vous savez, on pourrait y passer des heures. Vous avez eu en Amérique centrale une république
extraite du Guatemala qui s'appelait la République de Los Altos. Bon, oui, capitale Quetzaltenango, au 19e siècle. Bon, vous avez eu la Confédération des provinces d'Amérique centrale avec Morazán, le général Morazán, qui a été son président provisoire, qui a mal terminé d'ailleurs, il a été fusillé au Costa Rica. Bon, vous avez énormément, si vous voulez, en fouillant. Moi, je me suis contenté que du XXe siècle. Oui, je l'ai signalé de 1900 à nos jours. Mais si vous allez en Amérique latine et que vous prenez, par exemple, le siècle des indépendances, à savoir à partir de 1800, vous avez l'explosion. Vous avez au Mexique aussi des États. Vous avez eu l'État du Sonora, où un aventurier s'est proclamé président, Walker, qui d'ailleurs n'a pas réussi. Alors, il est passé au Nicaragua. Vous voyez, vous avez énormément vous avez eu la République du Rio Grande, au Texas, à cheval sur le Mexique, et le Texas. Vous avez eu le Texas qui fut indépendant après la bataille d'Alamo. Mais ça, c'est le Texas, c'est le 19e siècle. C'est le 19e siècle. Oui, on pourrait... effectivement, il y avait la matière pour faire en amont et trouver d'autres exemples. Et vous avez un État quand même... L'Empire byzantin, l'Empire byzantin qui tombe en 1453, n'est-ce pas? Entre parenthèses, c'est quand même très amusant de constater qu'on discutait du sexe des anges alors que les Turcs étaient en train de saper les fondations. Je vois des similitudes avec une situation contemporaine. Cherchons laquelle. Bon, vous voyez, on pourrait y passer des heures. Moi, je me suis beaucoup amusé, même si on a affaire à des périodes historiques tragiques. Oui, eh bien écoutez, nous sommes bien amusés également et bien instruits en votre compagnie, Jean-Claude Rollinat. Je vous remercie pour cette présentation de votre dictionnaire des États éphémères ou disparus de 1900 à nos jours, paru aux éditions du Alpha. Merci.